La région en direct depuis la foire de Montpellier, Languedoc-Roussillon. Bonjour à toutes et à tous. Si vous nous rejoignez, eh bien on va parler cet après-midi de sport. Voici la chronique. C'est près de chez vous. Bonjour Alain. Bonjour Jean-François. Alain Verpia, donc journaliste à la région Languedoc-Roussillon. Et cet après-midi, on va parler de sport, mais on va parler de sport d'élite au féminin, puisqu'il va être question de handball, de rugby, de basket et de volley. Effectivement Jean-François. Et tous les fans de sport le savent bien, les résultats du dimanche soir sont souvent source de grande joie, mais ils peuvent également être synonymes de frustration intense, notamment pour les amateurs de sport féminin. En effet, très souvent, les résultats des équipes féminines sont passés sous silence. Une étude récente a montré que 85% de la couverture médiatique est dédiée au sport masculin et seulement 8% des articles de sport est signé par des femmes. Ce manque de visibilité du sport féminin dans les médias est une réalité dont tout le monde a conscience. Pour en parler aujourd'hui, nous accueillons 5 invités. Jean-Paul Christofoli, président du Béziers Volley, bonjour. Bertrand Roux, président du Handball Cercle de Nîmes. Bonjour. Bonjour. Blandine Dansette, internationale, pur produit du centre de formation du club de Nîmes. Bonjour. René Com, vous êtes président du BLMA de Latte. Bonjour. Je précise que c'est du basket. Et enfin, Élodie Toublanc, joueuse internationale de Montpellier, actuellement donc licenciée au MHR. Alors, sans attendre, je vais passer tout de suite la parole aux présidents de clubs qui vont nous présenter brièvement un petit historique de leur club, la date de création, le palmarès et puis les championnats dans lesquels vos équipes évoluent respectivement. Jean-Paul Christofoli. Oui, merci de nous avoir invités effectivement et de donner la parole au sport féminin qui le mérite. Encore merci pour cette belle tribune. Alors je suis Jean-Paul Christofoli, président du Béziers Volley et de l'équipe phare, les Béziers Angels en Pro A féminine. L'histoire du club, nous évoluons dans le volley féminin depuis 20 ans en élite, avec un passage à vide il y a 5 ans quand nous avons rétrogradé de division pour passer en deuxième division. C'est l'époque où je suis arrivé pour prendre, on m'a nommé président et demandé de prendre l'équipe en main avec toute une bande d'amis. On a mis 2 ans à remonter en pro et le palmarès du club, et nous avons eu une place de 3e il y a 2 ans. Nous avons été second vice-champion de France l'année dernière pour la saison 2012-2013. Nous étions 6e il y a 3 ans, l'année de notre remontée. Et le club espère vivre l'aventure européenne chaque année au fil des ans en fonction de nos aventures sportives. Il est à noter qu'on a également initié et concrétisé un domaine très important à travers l'installation d'un centre de formation, sport de haut niveau, agréé par le ministère, et nous développons plusieurs chantiers simultanément. Quels sont vos objectifs pour la prochaine saison ? Le plus dur, c'est de se maintenir. Et comme j'aime à le dire, notre aventure ne fait que commencer. À savoir, notre objectif est de rester dans l'élite du sport féminin du volley français, être classé dans les 4 ou 5 premières places chaque année, de façon à pérenniser l'ensemble des décisions que nous avons prises, tant au niveau des joueuses, des recrutements, des entraîneurs, des centres de formation, et vivre une aventure européenne, si possible, chaque année. Bertrand. Donc, je suis le président du HBCN, c'est le club phare du handball féminin de la région. Le club existe maintenant depuis 41 ans. Nous avons été le premier club français à remporter une Coupe d'Europe, ce qu'il faut quand même souligner. Donc ça commence un petit peu à dater. Donc on essaye chaque année de rééditer l'exploit, mais c'est pas simple. Donc aujourd'hui nous sommes donc
un club qui évolue dans l'élite depuis 14 ans sans discontinuer. Et l'année dernière, nous avons disputé une finale de la Coupe de la Ligue. Malheureusement, ça ne nous a pas souri. On est toujours en quête d'un titre national qui serait important pour le club, afin de vraiment lui donner ces titres de noblesse qui lui manquent et consolider son image effectivement au niveau régional. Voilà. René Combe, vous êtes président du BLMA de Latte. Est-ce que vous pouvez nous présenter brièvement votre club? Oui, bien sûr. Le BLMA, c'est 300 licenciés qui jouent dans les diverses compétitions nationales, régionales et départementales, avec deux secteurs. Un secteur dit haut niveau qui comporte l'équipe professionnelle et son centre de formation agréé, labellisé élite, et dans lequel évolue une équipe en nationale féminine 2 et une équipe cadette dans les deux champions de France. Ensuite, un secteur qu'on appelle pratique et développement, qui est le secteur amateur. On l'a baptisé comme ça pour des raisons qu'il n'y ait pas de connotation péjorative par rapport aux professionnels, avec 20 équipes essentiellement axées sur les féminines. Il y a des équipes garçons, mais essentiellement des féminines, puisqu'on est plutôt un club à vocation féminine dans tous ces secteurs. Alors, le club existe depuis fort longtemps. Moi, je suis arrivé aux responsabilités qu'en avril 2008. Et donc, je vous parlais plutôt de cette période-là que de ce qui existait avant. Depuis 2008, où je suis arrivé dans des conditions financières un peu compliquées, on a quand même assaini le club financièrement. Et on a disputé 3 finales du champion de France, malheureusement toutes perdues contre notre adversaire historique qui est Bourges et Tango, où évoluent 5 joueuses de l'équipe de France. On a disputé 2 finales de la Coupe de France qu'on a gagnées à 2 reprises, en 2011 et cette année. Et ensuite, on a joué 2 Eurocoupes, dont cette année, où on a perdu en quart de finale contre le Dynamo de Moscou, qui a gagné la compétition, et puis une année en Euroleague où on a perdu contre Fenerbahçe en 16e de finale. Vous allez me demander les objectifs. Donc, les objectifs, écoutez, on a gagné la Coupe de France l'année dernière, on va tâcher de la conserver si le tirage au sort intégral ne nous est pas trop défavorable, puisque c'est à partir des 8e de finale que le tirage au sort intégral intervient. En champion de France, l'année dernière, on était archi-favoris puisqu'on a fini la saison régulière avec 3 points d'avance sur Bourges et on a perdu la finale après avoir gagné à Bourges au match aller. Je préférais cette année ne pas être favori et que l'inverse se produise, c'est-à-dire qu'on gagne le titre qui nous manque, hélas, énormément. Enfin, on est engagé en Euroleague avec dans la poule de 7 clubs, des clubs UP que sont Fenerbahçe à nouveau, et son armada de joueuses américaines payées très cher. Orenburg en Russie, Cracovie en Pologne, Madrid en Espagne, Sopron en Hongrie et Brno en Tchéquie. L'objectif, c'est de pouvoir jouer en 8e de finale et éventuellement le gagner pour aller disputer le final 8 à Galatasaray au mois d'avril. Voilà. D'accord, très bien. Beaux objectifs. On va s'intéresser maintenant un petit peu aux joueuses, aux sportifs de haut niveau. Avec vous, Élodie Poublan. Donc vous avez 24 ans, vous évoluez en top 10, qui est donc l'équivalent féminin du top 14, et vous jouez à la place de centre. Je précise que c'est du rugby. Quand vous dites que vous jouez au rugby à haut niveau, comment réagit-on autour de vous ? Les gens réagissent plutôt bien, ils sont quand même étonnés parce que pas beaucoup de monde connaît le rugby féminin, donc ils sont étonnés. Ouais. Les gens sont étonnés, mais à la fois ils ont envie de savoir comment ça se passe, comment ça marche, donc voilà, ils s'intéressent aussi au rugby, donc voilà, non, ils réagissent plutôt bien. Et comment vous est venue l'envie de jouer au rugby ? Alors moi je viens d'une région qui s'appelle le Sud-Ouest, donc je suis de Pau, et là-bas c'est un peu le sport phare,
Le rugby, c'est un peu la coutume là-bas. Donc voilà, j'ai mon frère qui a joué au rugby, à 5 ans, et de le voir faire, voir mes potes de l'école aller jouer au rugby, ben moi ça m'a donné envie. Je dis pourquoi pas une fille pourrait pas jouer au rugby, et ça m'a plu directement, et voilà. Et qu'est-ce qu'on vous dit qu'est-ce que vous répondez si l'on vous dit que le rugby n'est pas fait pour les femmes, trop dur, trop violent? Je pense qu'il n'y a pas un seul sport qui n'est pas fait que pour les hommes ou que pour les femmes. Je pense que il va peut-être être joué différemment. Il y aura peut-être différentes façons de jouer un sport, mais le rugby c'est fait autant pour les hommes que pour les femmes, comme le foot est fait pour les hommes, pour les femmes, comme n'importe quel sport. Donc je ne vois pas pourquoi le rugby n'aurait pas le droit d'être joué par des filles. Est-ce que vous êtes professionnel ou amateur? On est amateur complet. Personne en France n'est professionnel, personne dans le monde non plus n'est professionnel. Si ce n'est que peut-être les Anglaises sont semi-pro l'année de la Coupe du Monde. Mais non, on fait ça, on travaille à côté, tout le monde travaille à côté. Et donc moi par exemple, pour mon cas, je bosse de 9h à 18h tous les jours. Et on enchaîne les entraînements le soir. On a 3 entraînements par semaine, voire 4 quand on arrive vers la fin de saison. Et donc voilà, on fait notre journée de travail normale et on enchaîne avec les entraînements, ce qui nous fait finir à 9h30. Mais voilà, on a signé pour ça, donc voilà. Ça ne doit pas être évident de concilier votre vie de femme, votre vie professionnelle et puis votre vie de joueuse de rugby de haut niveau? C'est pas évident, c'est-à-dire qu'on n'a pas vraiment de vie. Si on veut, enfin, je suis donc internationale, je sais que le rugby me prend énormément de temps. J'ai pas le temps pour les sorties, j'ai pas le temps d'aller au cinéma le soir. Enfin, voilà, toutes mes soirées sont prises pour le rugby. C'est pas le rugby, c'est la musculation, parce qu'à notre niveau, il faut quand même être en forme physiquement. Donc tous les soirs, à part le vendredi peut-être, on est prise tout le temps. Donc il n'y a pas de temps pour une vie personnelle à côté. Justement, on dit souvent que les carrières des sportives sont plus courtes que celles des hommes, notamment en raison de la maternité, par exemple? Oui, comme j'ai dit tout à l'heure, une fille peut avoir une carrière aussi longue qu'un garçon si elle ne souhaite peut-être pas avoir d'enfants, ou il y en a déjà qui ont des enfants et ça ne les empêche pas de pouvoir reprendre l'activité en suivant. Donc il n'y a pas vraiment d'âge. C'est sûr que la maternité, ça nous travaille, qu'au bout d'un moment, on a envie d'être maman, mais ça ne veut pas dire qu'après, on ne reviendra pas, quoi. Donc on peut arrêter à 27 ans et revenir à 30, ou on peut arrêter à 36 ans. Il y en a encore dans le club à 35, 36 ans qui continuent et elles ne sont pas prêtes d'arrêter. Blandine, donc, vous êtes donc joueuse du handball Cercle de Nîmes, un pur produit du centre de formation, comme on disait tout à l'heure, et vous êtes également internationale. Est-ce que vous êtes professionnel ou amateur? Ouais, pour nous, c'est pas la même chose qu'au rugby. On a la chance d'avoir un sport qui a vachement évolué. Je crois que c'est à partir des années 2004-2005 que chez nous, au handball, le sport féminin est devenu professionnel. Donc c'est vraiment une chance pour nous. On peut s'entraîner le matin, le soir, on peut avoir nos plages de repos, aller voir les kinés, profiter des soins, des choses comme ça. Donc c'est vraiment super pour nous. On peut regarder les vidéos. Ça nous permet de vraiment être concentrés sur notre sport et sur notre pratique. Donc nous, on a cette chance-là. Malheureusement, les rugby women, non. Mais je sais que dans d'autres sports, il me semble qu'au volley aussi, elles sont professionnelles, au basket aussi. Après, je sais que les footballeuses, c'est pas tout le temps ça non plus. Nous, on a cette chance-là. Et quand vous dites que vous jouez au hand donc à haut niveau, comment est-ce qu'on réagit autour de vous? Déjà, les gens nous demandent, mais vous êtes professionnel? Oui, on l'est. Après, voilà, nous, ça se passe très bien. Les gens, une fois qu'ils le savent, ils aiment bien, ils essayent de se renseigner, regarder dans les journaux les résultats qu'on fait, quand est-ce qu'on passe à la télé, si on passe de temps en temps. Voilà, ils essayent de se renseigner un petit peu sur les objectifs, sur ce qu'on a envie de faire, les titres qu'on a gagnés. Voilà. Les gens, ils réagissent plutôt bien autour et ils sont contents de voir que même le sport féminin est professionnel. Comment est-ce que vous avez commencé le hand? Comment est-ce qu'on devient joueuse de haut niveau? Moi, à la base, je voulais faire du foot, mais vu qu'il n'y a pas beaucoup de filles qui jouent au foot, c'est un voisin qui m'a dit « Essaye le handball, tu vas voir, c'est sympa aussi, il y a des cages pareilles. » Et je m'y suis mis et j'ai plus lâché. Donc après,
au début, on ne pense pas qu'on va pouvoir devenir professionnel. Et puis, au fur et à mesure des années qui passent, on se dit pourquoi pas. On regarde à la télé, on se dit j'aimerais bien faire comme elle ou comme lui. Et après, voilà, on travaille dur. Et puis, un jour, ça a payé. Et puis, on y est pour l'instant. Voilà. Et on espère y rester longtemps. Quels sont les objectifs de cette saison ? Alors, pour nous, les objectifs, comme Bertrand l'a dit tout à l'heure, on a vraiment envie de gagner un titre national cette année. Malheureusement, on a un petit peu mal débuté la saison en championnat parce qu'on a quelques contraintes un petit peu, mais on va vite renouer avec la victoire. On a déjà commencé à regagner un petit peu et notre objectif principal, c'est de se qualifier pour les playoffs, pour gagner aussi des places pour aller jouer en Coupe d'Europe et de gagner un titre national. Ça, c'est vraiment l'objectif primordial de la saison. Et pour vous, Élodie, quels sont vos objectifs pour cette saison ? Nous, la saison dernière, on était championne de France, donc forcément, c'est d'essayer de faire le doublé cette année, de conserver notre titre. Ça va pas être une mince affaire. Voilà, donc conserver le titre et puis en club, ce sont les objectifs principaux. Ouais. Et après, au niveau international, il y a le tournoi Destination qui a lieu en février, donc c'est un objectif à court terme. Et à long terme, au mois d'août, il y a la Coupe du Monde de rugby qui a lieu à Paris. Pendant 15 jours. Voilà. Donc l'objectif à long terme, ce serait d'être dans le groupe pour la Coupe du Monde. Voilà, tout faire pour y arriver. Et quel regard portent vos collègues masculins donc, qui évoluent en top 14 sur votre équipe ? Est-ce que vous avez des contacts avec eux ? On a quelques contacts avec eux. Il y en a avec qui on discute. Il y en a avec qui sont proches de certaines filles parce qu'on les côtoie souvent. Donc il y en a. Enfin, en général, ils ont quand même un regard. Ils sont admiratifs. Ça dépend des matchs. Des fois, ils nous disent ça a été bien. Non. On n'a pas de mauvais retour de leur part. Enfin, peut-être qu'on ne le sait pas, mais ceux qu'on connaît en tout cas. Sont très contents de ce qu'on propose. Ils sont avec nous, ils sont derrière nous, ils viennent nous voir jouer de temps en temps. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. D'accord. La prochaine question donc, va s'adresser au président. Plus un sport est exposé dans les médias, plus il attire de licenciés, mais également plus il attire de sponsors. Est-ce qu'il est facile pour vous, président de club de sport collectif féminin, de trouver des sponsors ? Qui veut répondre ? Bertrand ? Facile, je ne vais pas dire que ce soit très facile. Il faut se battre au quotidien. Maintenant, je pense qu'on a une image à défendre. Le sport féminin, je ne sais pas ce que mes collègues en penseront, mais le sport féminin a une image à défendre. Et je pense qu'à travers cette image-là, on peut essayer d'attirer des sponsors. On voit, nous, régulièrement à nos matchs, des personnes, des chefs d'entreprise qui viennent nous voir et qui sont bluffés aussi par le spectacle que l'on fait devant eux et qui bien souvent ne connaissaient pas du tout, pour ce qui nous concerne, le handball. Et donc on arrive quand même à les attirer par ce biais-là. Donc on n'hésite pas bien souvent à les inviter sur nos matchs. Et puis on essaye à travers l'image des filles qui sont très disponibles aussi, parce que ça aussi on croit bien souvent, on s'identifie par rapport à notre sport plus populaire où les joueurs ne sont pas forcément disponibles. Et là, je dois dire que les filles se rendent disponibles dès qu'on leur demande et ça ne leur pose pas de soucis. Voilà. Jean-Paul, sur les sponsors ? Oui, alors effectivement, nous sommes en permanence dans une phase de découverte. C'est-à-dire que les sports féminins en général sont sous-médiatisés et en général produisent un excellent spectacle. Donc la première phase de l'ensemble des sponsors qui rend le contact intéressant, c'est que quand on les invite à venir voir un match, quand on leur présente le sujet, ils sont tous bluffés par la qualité du spectacle, l'audience et le fait que souvent les salles sont pleines, comme c'est le cas pratiquement chez nous, sans communication pour autant, mais la qualité du spectacle permet de recruter chaque match de nouveaux spectateurs et de nouveaux sponsors. On peut dire que ce qui est également flagrant pour le sport féminin, c'est que tous les sponsors se retrouvent confrontés à une nouvelle stratégie, c'est-à-dire qu'on a autant une prise de parole sur le sport qu'une prise de parole innovatrice sur les femmes. Et ça, on a un petit atout
que pour l'instant, on doit dire quand même certains sponsors et tous les sponsors majeurs ne savent pas forcément ou ne prennent pas position pour l'exploiter avec une puissance qu'on trouve quand même différente et beaucoup plus importante dans d'autres pays européens ou mondiaux, hein, que ce soit le handball, le basket et le volley, qui ont des audiences incroyables dans les autres pays européens. Il est à noter par exemple que pour le volley féminin particulièrement, passe en direct le dimanche après-midi à 14h sur les plus grandes chaînes nationales en Italie, en Pologne, en Allemagne, en Espagne, en Grèce. Donc on voit qu'on a un beau chantier devant nous et surtout on a des aventures humaines formidables avec des femmes qui ont une passion en elles, qui sont professionnelles effectivement, souvent internationales, que ce soit équipe de France ou d'autres pays, et qui viennent faire partager autour d'elles, avec les jeunes, leur expérience. Et on le voit dans le sourire et la façon dont les jeunes se précipitent pour signer des autographes. Moi, ça a été le premier signe déclencheur de recrutement, aussi bien de spectateurs que de sponsors. C'est incroyable de voir l'admiration que le sport féminin peut générer aujourd'hui, même en étant sous-médiatisé. Donc les sponsors, c'est un travail ensuite de longue haleine. Et en cela, nous avons des stratégies que nous devons déployer pour sensibiliser aussi bien les grands que les petits. Et je pense qu'on a encore de belles années devant nous pour travailler dans ce sens. René Com, votre position sur le sponsoring? Vous avez demandé si c'était facile. Non, c'est pas facile. C'est d'autant moins facile qu'on est à Montpellier, où il y a une équipe au plus haut niveau dans pratiquement toutes les disciplines. Et donc l'offre sportive est très importante et le budget consacré globalement au sponsoring est limité. Donc c'est très compliqué. Je souscris volontiers à ce qui a été dit en ce qui concerne le déficit de médiatisation du sport féminin. L'équipe de France féminine a disputé la finale des Jeux Olympiques, la finale de l'Euroleague, pas un seul match télévisé en direct, et encore moins, pas en différé et encore moins en direct. Tout ça pour dire qu'on a du boulot à faire et que c'est un peu dommage malgré le résultat des Jeux Olympiques où plus de 50% des médailles ont été amenées par les sportives féminines. Voilà, donc je crois qu'on a de ce côté-là à continuer à convaincre. Pour ce qui concerne le Belléma, les spectateurs qui viennent pour la première fois sont séduits par la qualité de l'offre, des matchs que produisent les féminines, sont séduits par la qualité intrinsèque des joueuses. Donc il y a 3 internationales, dont Edwige Lawson, que vous recevrez peut-être si mes informations sont bonnes, et de Gaël Scrella, qui est d'une famille de sportifs de haut niveau par son papa et son frère. Voilà, donc il y a un attrait et pour des raisons que je ne comprends pas bien, c'est pas beaucoup médiatisé. Quand on regarde par exemple l'Équipe, qui est le journal sportif de référence, les résultats du basket sont au fond de la dernière page et sur 2 cm². C'est dire un petit peu ce que les médias attachent au sport féminin. Vos joueuses sont-elles amateurs ou professionnelles? Les joueuses du Belléma au basket sont toutes joueuses professionnelles et elles ont toutes un agent pour négocier les contrats. D'accord. Excusez-moi, en complément, ce que je voulais vous dire, c'est que le hand a une légère avance concernant la médiatisation, puisque nous, en fait, le championnat de France est diffusé sur une chaîne cryptée, sur Canal+, pour ne pas la citer. Et donc, ne serait-ce que le 30 octobre, on aura un de nos matchs qui sera diffusé. Donc c'est de l'avance qu'on a effectivement sur les autres sports. Mais pour rejoindre effectivement, quand on voit le traitement de l'actualité du sport féminin, on est quand même encore à la marge, malheureusement, et il y a des gros progrès à faire. Les femmes sont-elles condamnées à réussir pour qu'on parle enfin d'elles? Oui, sans doute. La seule réponse qu'on peut trouver à ce manque de médiatisation, c'est la performance ou l'ultra-performance sportive. On est exactement dans ce cas de figure. On a été vice-champion de France avec des petits moyens. Nous sommes seconds à Béziers dans le volley, nous sommes seconds en qualité sportive et nous sommes 9e sur 12 en budget. Donc vous imaginez les tours de gestion et de management qu'il faut faire pour
pour driver une équipe vers le haut niveau. Et la force de l'esprit, on dit, est plus forte que tout, mais en fait, là, on peut dire que c'est vraiment le cas. On peut quand même regretter, même si nous aussi, nous avons des joueuses professionnelles qui, en plus, en état international, n'ont jamais de pause au cours de la saison. Hein. Elles enchaînent 2 entraînements par jour ou 3, les matchs le week-end et les périodes de repos. Elles partent en sélection ou en compétition internationale. Donc on a des filles qui sont sans cesse sur la brèche, qui garantissent un spectacle et une performance au cœur du projet. Et il n'empêche que les sponsors sont tous à 90% en découverte sur des sports comme les nôtres. Le volley étant, je concède bien, peut-être un petit peu encore en retard par rapport au handball et même au basket qui ont vu par rapport aux performances des équipes de France féminines une médiatisation justifiée. Ben nous, on continue à travailler dans les clubs et en équipe de France pour gagner la place. Vous dirigez un club de sport collectif féminin. Est-ce que votre façon de travailler est la même que si vous étiez à la tête d'un club masculin? René Com. Écoutez, je suis très embarrassé pour répondre parce que j'ai jamais dirigé de club masculin, donc j'ai pas de recul par rapport à ça. Et je me garderai bien de toute comparaison qui pourrait être discriminante. Donc on gère une petite entreprise parce que les budgets sont conséquents. En ce qui concerne le secteur sportif, pour ce qui me concerne, je laisse ça aux coachs et aux entraîneurs de décider et du recrutement et de la façon de jouer, des systèmes de jeu à mettre en place et de la façon de coacher. Je ne me réserve le droit que de dire oui ou non sur le recrutement pour des raisons de comportement ou de coût. Bertrand, est-ce qu'il y a une différence entre la gestion d'un club féminin et celle d'un club masculin? Je vais faire la même réponse que mon collègue. Hein. Moi aussi, je ne suis pas bien placé pour pouvoir faire une comparaison parce que je n'ai pas dirigé de club masculin. Maintenant, je pense qu'effectivement, il y a automatiquement des différences entre les deux. Ne serait-ce que l'implication que doivent avoir les filles aujourd'hui et les moyens qu'elles ont, c'est quand même quelque chose qui est tout autre par rapport à des clubs masculins. Mais bon, je ne veux pas rentrer parce que ça peut faire un sujet polémique. Mais ce qui est quand même un petit peu rassurant aujourd'hui, c'est que le discours, notamment de nos dirigeants, est en train de changer. Si je lis bien effectivement ce qui est annoncé. Donc à partir de là, ça laisse augurer des lendemains qui peuvent être assez intéressants pour le sport féminin en général. Et donc nous, en tant que président, enfin, je ne sais pas ce qu'en pensent mes collègues, mais ça donne la pêche parce qu'on se dit peut-être que demain, on aura les moyens pas de rivaliser, mais au moins d'arriver à mener ces filles-là vers quelque chose qu'elles méritent. Hein, parce que ce sont des professionnels à part entière, comme disait Blandine. Hein, donc avec 2 entraînements par jour. Bien souvent, il y en a qui sont mères de famille qui font des concessions familiales. Bon, ce sont des professionnels, mais quand même, donc il faut le savoir. Voilà, donc le mérite, et moi je sais que je me bats au quotidien pour que cette reconnaissance soit faite. Jean-Paul. Oui, alors, effectivement, en restant très prudent, je dirais quand même que c'est totalement différent. Moi, je dirais quand même que, étant en terre de rugby, et toute considération mise à part, il y a quand même beaucoup de différences dans la façon de gérer des équipes féminines avec des préoccupations aussi bien pour les jeunes que pour les pros qui sont dans une dimension où on rajoute une sensibilité, on rajoute un environnement que les femmes demandent et que les hommes ne demandent pas. Je dirais qu'on a des expériences et des suivis à la carte personnalisés en fonction justement de la féminité des joueuses qu'on n'a pas forcément dans une équipe masculine. Je donnerai un exemple, si vous permettez. Au mois de juillet, on a vu dans le recrutement de l'équipe pro, à l'orée de la saison européenne que nous allons débuter historiquement en Ligue des Champions la semaine prochaine, on a une autre passeuse internationale espagnole qui, par son agent, nous a appris qu'elle était en vacances au Pérou, qu'elle restait au Pérou parce qu'elle était désireuse d'arrêter sa carrière pour adopter un enfant qu'elle avait rencontré là-bas. Ce sont des comportements, on s'est préparé à ça, on essaye d'environner, de donner à toutes nos joueuses et nos jeunes des environnements les plus adaptés et les plus épanouissants possibles, aussi bien pour les joueuses, pour les études.
Une jeune fille qui va faire des déplacements à Montpellier, chez nous, de Béziers, etc., en train, ce n'est pas le même accompagnement toujours que pour les garçons. Les éloignements par rapport aux parents, tout ça, on le tient en considération. Et on espère que malgré tout, une fois sur le terrain, ce sont des vraies guerrières et le spectacle est au rendez-vous. Voilà. Dans les sports où... Oui, René Corr. Je ne voudrais pas qu'il y ait d'ambiguïté. Vous avez posé la question, me semble-t-il, savoir si on le gérait de la même façon, le club. Moi, je ne me préoccupe pas du domaine sportif. Je sais par l'expérience, pour en parler souvent avec le coach, que la psychologie féminine est complètement différente et qu'il faut être beaucoup plus attentif, ce que je ne saurais pas faire. Moi, j'ai eu que des garçons dans ma famille, donc ça se traite plutôt comme des hommes, pas avec des filles. Je n'ai jamais eu de filles, donc oui, sûrement que c'est complètement différent, mais je laisse ça aux entraîneurs. Tout à fait. Et effectivement, nous aussi, notre rôle de président, c'est de donner confiance aux entraîneurs qui ont un savoir-faire et qu'on respecte et on les cherche pour ça. Mais ça, il n'empêche que nous, dans notre façon de gérer les affaires, même si on fait confiance à l'entraîneur, forcément, il y a une touche de discours, de positionnement d'image, etc., qui est intéressant dans le sport féminin. Parce qu'on a un message à porter par rapport aux femmes, on a une mission de communication sur des sports qui sont justement encore sous-exposés médiatiquement. Et au cœur de notre stratégie, on doit porter l'image de la femme en premier rang, autant que le niveau sportif. Une question pour Élodie. On a vu qu'elle vivait comme une professionnelle, à l'énorme différence près qu'elle a un travail pour vivre. Est-ce que ça signifie, à votre avis, qu'au niveau mental, les filles sont plus fortes que les garçons? Élodie, qu'est-ce que vous en pensez? Les garçons, je sais qu'au rugby, ça fait pas très très longtemps non plus qu'ils sont professionnels. Je pense que tous les sports sont passés par là avant nous. Voilà. Donc on est tous passés par là. Maintenant, il y a des sports qui ont la chance d'être professionnalisés. Le rugby, ça n'est pas encore là pour les féminines. J'espère qu'un jour, mais je pense que ce ne sera pas dans un avenir proche. Je pense que c'est encore loin. On fait tout pour y arriver. Maintenant, ça va être compliqué, quoi. Donc on sait que ça va se passer comme ça. On sait qu'en faisant ce sport-là, il va y avoir ces contraintes-là à avoir. Et puis voilà, tant pis. On veut pas avoir ces contraintes-là. On fait pas ce sport-là. On change et on essaie d'aller dans d'autres sports qui peut-être pour peut-être devenir professionnel. Mais dans le rugby, on sait que c'est impossible. Donc voilà, pour l'instant, c'est comme ça. J'espère que les mentalités vont changer. J'espère qu'un jour, peut-être, les femmes au rugby pourront être professionnelles. Une question, un rien provocatrice. Vous êtes 3 hommes, 3 dirigeants, 3 présidents de club. Mais où sont les femmes, messieurs? Écoutez, justement, c'est une question que je voulais que vous posiez parce que c'est quand même intéressant de voir... intéressant ou du moins ça va pas c'est pas naturel d'avoir effectivement des gars qui soient à la tête de club. Maintenant, il faut être bien clair, je pense que malheureusement il n'y a pas beaucoup de femmes qui veulent s'impliquer aussi ou qui ont la possibilité de s'impliquer, je dis pas, elles ont peut-être la volonté mais elles n'ont pas les moyens de pouvoir le faire. Et moi je sais qu'au niveau de des vice-présidentes, j'ai 2 femmes qui sont vice-présidentes parce qu'elles n'ont pas souhaité prendre la présidence du club. Maintenant, j'aurais trouvé très naturel que ce soit une femme, une dame qui prenne le relais. Moi, ça ne me poserait pas de soucis. Au contraire, je pense que dans l'image du sport féminin, il faut que les femmes s'impliquent encore plus à la tête des clubs. Jean-Paul Christofoli pour le Béziers Volley. Oui, alors écoutez, nous avons joué la carte de l'alternance puisque le président, juste avant moi, était une présidente, Jacqueline Mur, que je salue et à qui je rends hommage aujourd'hui, et qui a aussi participé en Coupe d'Europe. Donc c'est une alternance. Là, la porte est ouverte aussi bien aux présidents et aux présidentes, aux chefs d'entreprise, à qui veut assurer la mission. Les femmes sont, je pense, aptes, forcément aptes, mais en plus disponibles pour venir rejoindre les postes de présidente. Je connais bien, nous dans le volley féminin, Annie Courtade est une personne emblématique, la présidente de Cannes, championne de France depuis 18 ans consécutifs. Il y a à peu près 4 femmes ou 5 sur 12 qui sont présidentes dans le volley féminin.
Donc on a cette chance d'avoir beaucoup de femmes qui sont investies dans le sport féminin et qui continueront à venir nous rejoindre, je pense. René Com. Vous m'avez demandé où sont les femmes. Je vous répondrai qu'elles sont d'abord sur les parquets. Ensuite, je suis très soucieux de la répartition conforme à la loi Buffet qui a dit que dans chaque association, le rapport entre hommes et femmes devait être conforme au nombre de licenciés. Donc, au BELEMA, il y a 50% de femmes dans le conseil d'administration et 50% d'hommes. Ensuite, quand Edwige Lawson est venue me dire au mois de février qu'elle arrêterait sa carrière à la fin de la saison, je lui ai proposé d'intégrer tout de suite le conseil d'administration et aujourd'hui, elle est responsable du haut niveau au sein du BELEMA. Qui plus est, elle est au comité directeur de la Fédération française de basket et numéro de la Ligue féminine. Donc moi je considère que sans qu'il y ait de discrimination pour un sexe ou pour l'autre, que les femmes ont toute leur place et on fait en sorte pour qu'elles s'y tiennent. Une dernière question peut-être pour nos joueuses. Blandine, comment est-ce que vous envisagez votre avenir après le sport de haut niveau? Ça, c'est une question. Après, on essaye de se former quand on est jeune. Enfin, quand on débute notre carrière, on suit des cours, des formations, le lycée. Après, souvent, on choisit des BTS parce qu'il y a le sport avec et que c'est difficile de gérer deux choses en même temps. Après, on a chacune notre parcours. Moi, je le vois plus... je le vois pas en tant qu'entraîneur, mais plus justement de l'autre côté dans la gestion de club. Non, j'ai fait des études dans le management du sport, donc pour moi je le vois un petit peu plus là-dedans. Après, aujourd'hui, j'arrive pas encore à me projeter réellement dans 7 ans. Et voilà. Vous pouvez jouer encore combien de temps? J'espère le plus longtemps, mais comme on a dit tout à l'heure, c'est la maternité qui va peut-être... gérer ça, je sais pas, j'aimerais bien jouer le plus longtemps possible. Après, le corps et la maternité, je pense, disent non à un moment donné. Et vous, Elodie? Alors moi, je travaille Votre déjà avenir? à côté, donc j'ai déjà mon boulot. Mon avenir, ce sera pas forcément dans le rugby, parce que le rugby, ça va durer un temps, et je pense qu'au bout d'un certain moment, pareil, pour les mêmes raisons que Blandine, je m'arrêterai. Maintenant, au niveau du travail, donc je suis déjà éducatrice sportive au sein du Montpellier Héros Rugby. Je m'occupe d'une section sportive au lycée Mermoz. On est plusieurs dessus. On s'occupe du suivi scolaire, de tout ce qui est rugby. Donc moi, à terme, oui, voilà, pourquoi pas rester dans le rugby ou pourquoi pas totalement changer. Je sais pas, j'ai pas fait encore. Pour l'instant, je suis bien là-dedans, j'en profite. Et puis, si jamais au bout d'un moment j'ai envie de changer, je ferai les choses en conséquence. Je me réorienterai vers quelque chose d'autre. Voilà. Le prochain match de votre équipe? Dimanche, les filles partent à Caen. D'accord. Et vous, Blandine? Nous, c'est le 30 octobre contre Fleury-les-Aubrais à domicile et on est télévisé ce match-là. Sur quelle chaîne? Canal Plus Sport ou Sport Plus? Canal Plus Sport, alors. D'accord. René Com, le prochain match? Le prochain match, c'est samedi soir contre Lyon et j'invite tous ceux qui nous écoutent et qui nous regardent à venir les plus nombreux possibles, à soutenir les Gazelles, puisque c'est comme ça qu'elles s'appellent. Je saisis cette occasion pour mettre l'accent aussi sur une démarche caritative et sociale dans le cadre d'une action menée par la Ligue féminine qui s'appelle les Marraines de Cœur. Et à ce titre-là, on participe au Téléthon, on participe à la lutte contre le cancer, on participe à un jouet pour un enfant dans le cadre de la démarche de la Croix-Rouge. On aide l'association de Géraldine Robert, qui est une joueuse qui envoie des équipements, des ballons et tout ce qu'il faut pour jouer au basket dans son pays d'origine, qui est le Gabon, etc. etc. Ce n'est pas uniquement un contrat, jouer, toucher de l'argent et repartir. Ensuite, au-delà de ça, elles s'entraînent beaucoup, 2 fois par jour. Elles ont besoin de temps de récupération chez les kinés, chez des organismes de récupération. Et puis aussi, font la sieste tous les jours parce qu'il y a beaucoup de repos à avoir pour pratiquer au plus haut niveau. Et le Béziers volley, le prochain match? Alors après les Gazelles à Latte, dans les Angels à Béziers, on reçoit Évreux samedi soir au Four à Chaud à 20h30 et on espère que à la fois sur Montpellier les gens viendront nombreux et sur Béziers également.
Nous avons mardi soir le 29, pour la première fois dans notre histoire de volley féminin, un match de Coupe d'Europe où nous recevons en Ligue des Champions Rabita Bakou. Et je suis content de voir que nous avons les mêmes clubs que dans les autres sports, c'est-à-dire Galatasaray Istanbul, Dynamo Moscou, Étoile Rouge de Belgrade. Donc nous, on prend Bakou, l'Azerbaïdjan, vice-champion d'Europe, à Agde, le 29 octobre, pour la première fois en Ligue des Champions en région Languedoc-Roussillon. J'espère que le public viendra nombreux découvrir des joueuses d'un niveau exceptionnel, puisqu'elles ont été championnes d'Europe et vice-championnes d'Europe. Voilà. Bien, messieurs, mesdemoiselles, il me reste à vous remercier d'avoir participé à cette émission en direct de la foire de Montpellier Languedoc-Roussillon. Jean-François. Merci Alain, bonne chance à chacune des équipes. Le sport d'élite au féminin, on aime bien dans la région Languedoc-Roussillon parce que aujourd'hui on voit de plus en plus à la télé. C'était le cas aujourd'hui avec la région.fr, puisque je vous le rappelle, on est en direct ici depuis la foire de Montpellier Languedoc-Roussillon. Alors demain, c'est près de chez vous, ce n'est pas Alain que vous retrouverez, mais c'est Sophie Dumas. Il sera question des lycées, et en particulier de 2 lycées, celui de Canet en Roussillon et de la Camargue à Nîmes. Pour cet après-midi, on a les producteurs Sud de France qui sont présents ici avec nous, l'Artimon, Huilerie coopérative Beauquerroise, le domaine de Montgaillard et le clos de Malibran que l'on salue. Ils sont juste à côté de nous. Mais la journée est loin d'être terminée. Pourquoi ? Parce que ce soir, c'est la nocturne, la première nocturne en ce mardi soir, et c'est la soirée Sud de France, et ce sera du live, puisqu'on accueillera, après le début de cette soirée à 18h, à partir de 20h, le groupe J-Pop, qui est un groupe régional. Mais avant cela, à 18h, vous avez également notre rendez-vous avec les vins de notre région, les vins Sud de France, puisque ce sera la petite leçon d'œnologie avec notre maître S Sciences, Dominique Laporte. Merci Alain, merci mesdemoiselles, merci messieurs d'avoir été sur ce plateau. On se retrouve tout à l'heure. Pour l'instant, place à la pub.